Monsieur Mirand, welcome. Bienvenue à New York. Donc, le Château Chanteclair, on va commencer en français, parce que Monsieur Mirand, vous n'êtes pas tout à fait confortable en anglais. Hein? Pas trop, non. Pas trop, OK. Donc, on va commencer maintenant pour faire une petite interview avec Monsieur Mirand, qui exploite un domaine, un seul hectare, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Un tout petit hectare. Ça fait combien de bouteilles chaque année? À peu près 5000 bouteilles. 5,000 bottles of wine per year. This is not a career maker. The question is why? What has happened in over the years to turn so that Yannick Mirand can stand practically alone in this fabled appellation of Pauillac? Vous êtes le domaine Château Chanteclair est le plus petit de tous presque en Pauillac, n'est-ce pas? Oui, quasiment. Dans mon emplacement, en fait, géographique, au milieu de tous ces grands châteaux, Mouton Rothschild, Laffitte, Pontet-Canet. Effectivement, vous êtes entouré par les grandes. Oui, voilà, tout à fait. Je suis le seul. Ouais. Je suis aujourd'hui le seul. Alors, ça fait un peu peur, mais ça fait aussi plus ou moins plaisir au niveau vente de vin. Parce que bon, il y a à peu près 15-20 ans de ça, quand on était propriétaire du château Lafleur-Milon, on pouvait en fait croiser tout un tas de petits propriétaires qui étaient dans le secteur, Moi, château et de coopérateurs. Je rappelle bien, grâce à Olivier Allot, mon grand ami aussi de Bordeaux, on a travaillé un petit moment avec Iris de Guéon, un autre toute petite propriété en Pauillac, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, il n'existe plus, il a été racheté. Oui. Il est vendu, effectivement. Ouais. Il a vendu sa terre. Au château Pédesclos, qui est le château, le grand cru classé à la mode aujourd'hui. Et donc, ça, c'était pas le commencement, mais c'était une partie de mouvement quand les petits étaient effectivement consommés par les grandes, n'est-ce pas? Oui, mais déjà, ça... Disons que ce phénomène, en fait, est arrivé il y a à peu près 20 ans, quoi. Une vingtaine d'années. C'est-à-dire, ce mouvement a commencé quand, plus ou moins? 1985 ou 90? Voilà. 90, voilà, plus ou moins 90. Effectivement, après les grands millésimes, 88, 89, 90, il y a une série de grands millésimes après une période plus ou moins assez irrégulière en ce qui concerne la qualité, n'est-ce pas? Oui. Moi, je rappelle très bien le commencement de mon affaire comme marchand du vin dans le métier. On a commencé avec les années 70. C'était difficile. Il y a plusieurs millésimes qui ont rendu presque rien en qualité. Oui, mais quel vin! Une très bonne qualité. Donc, il y avait une très bonne période, assez glorieuse et assez riche en qualité, avec le 85, 86 et puis 8, 9, 10. Et donc, il y a un certain renom qui a tombé sur le monde de Bordeaux. Tout à fait. Bon, puis les grands crus sont aperçus que bon, il y avait beaucoup de petits en fait qui avaient pris un certain âge et qui n'avaient peut-être pas trop de succession. Et eux, en fait, ont toujours eu un engouement, en fait, une goulue, quoi, d'acheter toutes ces terres. Qui étaient aussi bonnes que les leurs. C'est-à-dire, la famille Mirand a commencé dans le secteur du vin, vous m'avez dit, avec votre grand-père. Voilà, tout à fait, dans les années tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Voilà, dans les années... parce que mon grand-père, en fait, à l'origine, lui, il n'était pas dans le secteur du vin. Il n'était pas un vigneron. Bien sûr, il était médocain, bien sûr, il voyait tout ce qui se passait, quoi. Mais, donc, en ce qui concerne l'histoire de la famille, pas dans le vin, mais l'histoire de la famille dans la région de Médoc existe très très longtemps, n'est-ce pas? Oh, ben ça fait 80 ans à peu près, à peu près, quelque chose près, quoi. Donc mon grand-père, lui, 80 years, ça, il était en fait entrepreneur, quoi. Il avait une jolie entreprise de taille de pierre. À l'époque, évidemment, la taille marchait beaucoup. Bon, il y a eu cette guerre. Malheureusement, comme toutes les guerres, elles ont fait beaucoup de dégâts. Et lui a participé vraiment ardument à la reconstruction de Pauillac, de ses alentours, et aussi, voilà où je veux en venir, des châteaux et des grands crus classés, quoi. Donc il a travaillé pour eux. Il a travaillé pour eux, oui. Il a travaillé pour la restauration de ces bâtiments. Oui. Et en parallèle, parce qu'il était quand même un petit peu visionnaire, quoi. Oui, et il a été immergé, effectivement, dans le monde du vin. Voilà, tout à fait, il était dans ce domaine, quoi. Il a construit les cuves béton. Voilà, c'était le premier, en fait, à construire, à réaliser des cuves béton.
pour sécher le grand cru. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'inox. Il y avait du bois. Tant mieux, il n'y a pas d'inox. Oui, d'accord. Ça, c'est mon opinion. Oui, bien sûr. Oui, bon, et alors, ça fait qu'à l'époque, c'était l'entrepreneur du Médoc qu'il fallait contacter pour en fait faire des cuves. Donc tous les grands crus l'ont contacté, il a fait ses affaires. Et comme il était quand même assez visionnaire... Mais pendant cette époque, les grands crus n'étaient pas très gourmands à ce point-là. Ils étaient tous contents de rester avec leur terrain. Oui. Je sais pas, l'objectif n'était pas d'acheter tous les vignobles autour du château. Non, parce que bon, ils avaient vécu la guerre, ils avaient vécu des moments qui n'étaient pas terribles. C'est difficile, économiquement. Voilà, tout à fait, très difficile même pour certains. Et certains d'ailleurs ont perdu leur domaine pendant la guerre. Et en fait, bon, ce qu'il y a surtout, c'est que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que voilà, donc à l'après-guerre, évidemment, ça s'est très mal passé pour certains, mieux pour d'autres. Et en fait, certains ont eu quand même une visu plus tard de tous les entourages de vignes qu'ils pouvaient avoir, quoi. Ouais. Ils ont vu. Et donc, votre grand-père a commencé d'acheter la terre et les vignobles dans les meilleurs secteurs voilà, Pauillac. Quand je dis, il était quand même assez visionnaire. Il n'a pas acheté n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment, quoi, en fait. Il s'est dit, si j'achète de la terre ou de la vigne plantée, de la terre plantée, je veux l'acheter au pied des grands châteaux. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité. Et il a bien pensé que demain, on l'aura plus. Aujourd'hui, vous voyez, on parle ensemble, mais aujourd'hui, on ne peut plus acheter ça. Voilà. Donc, pourquoi on ne peut pas acheter? Pourquoi? C'est pas disponible et le prix est trop haut. On va en venir avec ma démarche, on va en venir. Ouais. Voilà, oui, les prix sont phénoménaux, on ne peut pas vivre dessus, quoi. Voilà, donc bon, lui en à peu près 2 décennies, il s'est échiné, il s'est dépêché en fait à trouver à peu près 11-12 hectares de vignes. Donc à la fin, le château la Fleur Milon était composé de 11-12 hectares. 11 hectares 800 à peu près 12 hectares, quoi. Ce qui faisait quand même... Et donc il est devenu un vigneron? Tout à fait, un vigneron parallèle avec son activité de... Et il a commercialisé le vin sous son étiquette. Tout à fait, de la Fleur Milon. Et il est entré dans la place de Bordeaux pour commercialiser ses vins avec les grands négociants, oui, les grandes maisons de voilà. négociants. Au tout départ, il fallait le faire parce que aujourd'hui, évidemment, Pauillac, le Médoc, tous ces grands crus, tout ça, il y a une image qui est extraordinaire, quoi. Oui, mais dans cette époque, c'était... À cette époque, il y avait une image. Pas grand-chose. Parce que moi, je rappelle bien, quand j'ai commencé en 1975-77, on peut acheter un grand cru classé au prix de 3 ou 5 $ la bouteille. Oui. C'était tout à fait possible. Quand j'ai commencé dans le métier, les vins de Bordeaux étaient disponibles juste après au minimum 6-7 ans d'âge, de vieillissement, en bouteille. Oui, tout à fait. À l'après-guerre, enfin du moins juste après la guerre, Mouton Rothschild donnait une barrique à un négociant s'il en achetait une autre. Allez voir Mouton Rothschild aujourd'hui pour voir s'il vous donne une barrique. C'est impossible, quoi. Tout a changé, mais vraiment, quoi, c'est plus la même chose. C'est assez rapide le changement ou c'était petit par petit? Oh, ben ça a été, disons que bon, pour nos voisins, Mouton Rothschild, bon, que je connais assez bien, ça a été, l'évolution s'est fait quand même assez rapidement parce que le baron Philippe de Rothschild, le baron initial en fait, lui, à un moment donné, bon, c'est un amoureux du vin. Évidemment, comme tout amoureux du vin, il s'est impliqué en fait dans son domaine, quoi. Et c'est lui qui a fait les premières mises en bouteille. Parce qu'il se disait, bon, vendre le vin, évidemment, au tonneau ou en barrique, le vin arrive dans des conditions qui ne sont pas toujours excellentes, ça ne va plus, quoi. Parce que lui, il avait déjà dans l'optique, vous voyez, les gens de cette génération avaient dans l'optique, évidemment, d'aller beaucoup plus loin, quoi. Comme ceux d'aujourd'hui, hein. Les viticulteurs d'aujourd'hui aussi ont toujours le souci et l'optique de faire toujours plus. Et c'est des sauts de puce tous les ans, mais ces sauts, il faut les faire. Parce que si vous ne les faites pas, ben vous rétrogradez. Et voilà. Donc lui a instauré en fait la mise en bouteille, il a fait venir des bouteilles, il a vendu son vin en bouteille, ce qui était une grande chose pour lui. Et la production de 12 hectares, c'était plus ou moins quoi? Oh, bah, ça faisait à peu près 80 000 bouteilles. 20 000 bouteilles. 80 000 bouteilles. 75-80 000, ça dépend des années, quoi. C'est pas mal pour une seule famille. C'était joli, c'était pas... Vous savez, et donc, il est resté comme ça pour combien d'années dans ce type de commerce?
pour le négoce. Oui, pour faire les 80 000 bouteilles par an, pour vendre sur le marché. Et voilà, votre père, il a suivi son père? Alors, pour répondre pour votre première question, bon, au tout début, il a commencé, il a 2-3 hectares, 4 hectares, il s'était construit un petit chai, c'est très mignon d'ailleurs, et commercialisé donc sur la place de Bordeaux. Ces gens de la place de Bordeaux étaient amoureux du vin, de ce vin-là, parce que, bon, évidemment, il avait beaucoup de charisme, comme le propriétaire d'ailleurs. C'est un vin qu'on reconnaissait parmi d'autres, par rapport à son goût, par rapport à... Et donc, je n'aime pas de vous presser, mais nous avons un temps assez limité aujourd'hui. Mais bon, donc vous avez passé dans la deuxième génération après, votre père, et puis, au moment quand les vins... Pourquoi les vignobles étaient mis en vente? Du château La Framilon? Oui. Alors bon, mon grand-père est décédé en 85. 85. Oui, bon, il avait un certain âge. 1985. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, bon, mon grand-père avait deux enfants, 2 filles, ma mère et sa sœur. Sa sœur n'était pas intéressée, mais elle a quand même mérité, ce qui est normal, les enfants doivent hériter. Mais en fait, ceux qui se sont occupés de la propriété, c'était mes parents, ma mère et mon père, qui étaient déjà dans la propriété du temps de mon grand-père, quoi. Parce que mon père l'a bien aidé, en fait, pour qu'il puisse se construire. Il faut des gens qui puissent se financer et d'autres qui puissent travailler et avoir l'imagination d'aller plus loin. Voilà. Et en fait, moi, j'ai fait un BTA de viticulture onologie, je comptais faire un BTS, mais mon grand-père est décédé et ils m'ont dit, bon, on a besoin de toi, ce qui m'a fait fortement plaisir. Et donc, la famille a décidé de vendre les vignobles. Donc nous, on a travaillé pendant 20 ans là-dessus. On s'est échiné à faire grandir ce cru bourgeois, qui était un cru bourgeois. Niveau vente, niveau vigne, niveau qualité de tenue, qualité de chai. Il y avait un chai qui était extraordinaire aussi, avec une belle réception pour la clientèle particulière, parce qu'on avait 3000 clients. 3000 clients. Extraordinaire. Même le comptable disait, mais c'est extraordinaire, vous avez plus que les grands crus, quoi. Parce qu'il y avait la gentillesse là-dessus, il y avait la réception, on savait recevoir les gens, leur expliquer ce qu'on était, le peu de choses qu'on était, mais surtout ce qu'on faisait. Parce que le client, en fait, vous le savez mieux que moi, qui achète du vin, il est amoureux de ça. Oui, amoureux et fidèle. Voilà. Il faut le faire rêver. À la famille. Tout à fait. Amoureux d'un vin, oui. Cette personne-là, il faut la faire rêver, mais en disant les justes choses, ce qui est. Voilà. Mais vous avez fait un choix assez unique pour maintenir votre petit hectare. Voilà, donc alors la propriété s'est malheureusement vendue à cause de problèmes familiaux, ce qui se fait tout le temps, quoi. C'est compliqué avec à cause de ma tante, quoi, qui a voulu vendre. C'est un bon argument pour faire un seul enfant. Tout à fait. Oui, mais vous savez, même les propriétés où les gens s'entendent, niveau succession, c'est pas facile, quoi. Oui, pas du tout facile. On va discuter pendant la journée pourquoi c'est aussi difficile en France. Parce que je pense que la France a fait le chemin très difficile pour les petits domaines. Mais il le fait encore. Voilà. Donc, le 15 mai 2004, malheureusement, en mon grand désespoir... Et enfin, bref, je n'aime pas de couper notre petite conversation, mais enfin, bref, vous avez ce petit bijou du domaine au milieu de Pauillac, dans les meilleurs secteurs, pour maintenir cette typicité qui est arrivée grâce au travail de votre grand-père. C'est vraiment remarquable. Parce que vous avez décidé finalement de ne profiter pas simplement pour gagner plus d'argent, mais plus pour faire le plaisir de rester vigneron. Voilà, vous savez, nous autres, les viticulteurs, ce qu'on disait autrefois les paysans, ce qui est un mot... Pour être paysan, c'est pas mal, ça. Oui, on est amoureux de notre terre. Vous savez, quand on est né là-dessus, on ne la lâche pas comme ça, quoi. Et moi, je dirais bravo. Oui, je vous remercie. Merci pour votre fidélité à la terre. Et voilà, ça c'est juste le commencement de petite histoire de Château Chanteclair, qui est, moi je pense que c'est une histoire assez remarquable, unique et formidable. Je vous remercie vivement. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà.